6700, c'est le nombre de conteneurs qui auraient été envoyés par la Corée du Nord en Russie depuis 6 mois, selon le ministre de la Défense sud-coréen. En février 2024, le département d'État américain, quant à lui, évoque plus de 10 000 conteneurs. Ces conteneurs pourraient représenter plus de 3 millions d'obus de 152 mm ou plusieurs centaines de milliers d'autres types de munitions. En l'espace de 6 mois, en retour, 9000 conteneurs auraient fait le chemin inverse, principalement pour remettre des produits alimentaires à la Corée du Nord. Ces éléments semblent donc confirmer notre vidéo faite il y a 6 mois sur le partenariat entre la Russie et la Corée du Nord qui venait de s'amorcer. Souvenez-vous, en juillet dernier, le ministre russe de la Défense avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. On expliquait alors ce que cherchaient les deux parties, des munitions pour la Russie qui est passée dans une phase d'initiative sur le front en Ukraine, et donc de consommation plus large d'obus. La guerre entre puissances repose avant tout sur une question logistique et mathématique, la Seconde Guerre mondiale étant l'exemple type. Et pour ça d'ailleurs, un de nos contributeurs, je lui passe le bonjour et le remercie, avait fait une chronique sur les mathématiques dans les conflits et la question logistique, dans le numéro 6 de la revue Terabellum. La Corée du Nord, quant à elle, recherche des produits alimentaires après des récoltes en baisse, et le refus du gouvernement d'accepter l'aide de l'ONU. On avait aussi évoqué la technologie, notamment pour améliorer et moderniser le parc aérospatial nord-coréen qui, sur le papier, compte beaucoup d'appareils, mais surtout beaucoup d'appareils, qui sont au sol et un manque de formation et de temps de vol des pilotes nord-coréens. Très peu d'informations filtrent évidemment, mais en novembre 2023, la Corée du Nord lançait avec succès son satellite espion Maligio 1. Ce n'est probablement pas là le fruit du hasard. Fin février, le satellite changeait d'orbite, laissant entendre qu'il était bien actif. Vous le voyez, cette relation poursuit son petit bout de chemin. Mais pour mieux comprendre ce partenariat, il faut le voir sous un prisme réaliste et historique. Nous avons évoqué des opportunités pour les deux puissances, mais il y a aussi des limites. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle les gestes simples pour nous soutenir sur YouTube. N'oubliez pas le j'aime, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, et n'hésitez pas à partager. C'est rébarbatif, je sais, mais étant indépendant, on dépend grandement de vous qui nous regardez. Je rappelle également que notre revue numérique de géopolitique est toujours disponible, avec déjà 7 numéros, et que vous pouvez vous les procurer via le lien en description. Chaque revue fait entre 75 et plus d'une centaine de pages. Nos contributeurs y parlent d'économie, de diplomatie, de défense et d'autres thématiques. Plus d'informations en description, et à la fin de la vidéo. Un partenaire historique. Moscou tente de forger des liens plus forts en Asie, dans un contexte de sanctions occidentales, tandis que Pyongyang cherche des alternatives à la Chine pour l'aider à résoudre ses problèmes économiques et donc sociaux. En réalité, il existe une foule de raisons géopolitiques, historiques et idéologiques pour suggérer que ce n'est pas le début d'une nouvelle alliance, mais tout simplement un partenariat qui s'inscrit dans une continuation historique, ou plutôt le retour d'un partenariat. En effet, les relations bilatérales étaient presque inexistantes dans les années 90. Le mur venait de tomber, l'URSS se disloquait. À cette époque, Pékin et Moscou avaient un boulevard devant eux, avec une économie à développer après la guerre froide. Les États embrassaient à leur façon le globalisme économique, et étaient réticents à se mettre à dos les États-Unis, mais aussi le Japon qui était avec la Corée du Sud les plus importantes économies d'Asie de l'Est. La question nord-coréenne, qui survivait dans un contexte de lutte idéologique, était donc mise de côté. Le gouvernement nord-coréen de l'époque, sous Kim Jong-il, avait bien compris qu'il devait se débrouiller seul. C'est dans ce contexte que le pays a développé son programme nucléaire. Il a été aidé par la Chine et la Russie, mais pas de manière massive. Les deux pays étaient trop occupés à se reconstruire pour investir massivement dans un pays qui était déjà très proche de la Chine. Aujourd'hui, les choses ont changé. La Chine est devenue une puissance économique mondiale, mais également une puissance militaire. Elle est en train de chercher à étendre son influence en Asie et dans le monde. La Russie, quant à elle, est revenue sur le devant de la scène internationale après une période difficile dans les années 90 et au début des années 2000. Un lien avec la Corée du Nord permet aussi à la Russie de ne pas laisser le pays uniquement aux mains de la Chine voisine, et inversement, dans le cas de la Chine, de ne pas le laisser aux Russes. Enfin, la Russie et la Chine sont aussi, tout au long des années 2000, les catalyseurs d'une crise nucléaire qui peut éclater à tout moment, notamment lors de la crise de 2009, où la Russie et la Chine se font les intermédiaires auprès de la Corée du Nord. La Corée est aussi une région pivot, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, et son importance sur le plan géographique est aussi cruciale en Asie de l'Est que celle de l'Ukraine sur le continent européen. La Corée du Nord et ses voisins sont bien conscients de cela, et le contexte géopolitique depuis une bonne décennie lui est finalement favorable, puisque la Corée du Nord est bien sûr taillée politiquement pour évoluer dans un monde aux pôles multiples, où elle trouvera sa place plus qu'un monde unipolaire fédéré autour du libéralisme et du mondialisme. De fait, la péninsule coréenne, et donc la Corée du Nord, a retrouvé une importance non pas avec un partenariat idéologique, comme lors du communisme, mais avec un partenariat opportuniste, c'est-à-dire selon les circonstances du moment, et que la Russie et la Corée du Nord
cherchent à utiliser dans leurs intérêts des munitions pour la Russie. Vous êtes là sans doute pour les munitions. Donc je vais mettre au mystère, et après on ira plus loin. Vous avez le site Bayon Parallèle, qui est en fait une grosse agence d'intelligence américaine adossée au CSIS, je le précise, qui fait une veille satellitaire relativement intéressante, pour illustrer la façon dont pourrait être réalisée une partie de cet échange entre la Corée du Nord et la Russie. Le trafic se ferait depuis le port nord-coréen de Najin, jusqu'au port russe de Duny et de Vostosny. La plupart des navires coupent d'ailleurs leur aile lors du voyage pour ne pas être détectés. Le fret ferroviaire quant à lui entre la Corée du Nord et la Russie se ferait via le point de passage de Kazan-Tumagan. Nous avons donc 2 points principaux, et ce sont vraisemblablement les seuls. La frontière terrestre entre la Corée du Nord et la Russie est en effet une fine bande. Il est peu probable que la Chine autorise le passage de munitions sur son sol, et le port de Najin est aussi le port le plus au nord de la Corée du Nord. Arrivées en Russie, les munitions sont ensuite convoyées vraisemblablement par le rail, jusqu'à la région sud de la Russie. L'aéroport militaire désaffecté de Igor-Liskeïa a été rénové et reconverti pour servir de dépôt de munitions en septembre 2023. Il y a aussi les dépôts de Tiroretsk et de Mzdok, qui ont connu un regain d'activité. Les munitions sont ensuite convoyées jusqu'à des dépôts tactiques plus proches de la ligne de front. Un partenariat opportun. Concrètement, exploiter une opportunité diplomatique, avec la Corée du Nord, c'est une chose, mais cultiver une véritable coopération économique et militaire sur le long terme en est une autre. Aujourd'hui comme à l'époque, la Russie ne considère pas la Corée du Nord comme un partenaire particulièrement fiable, ou en tout cas certainement pas un partenaire qui pourrait remplacer, par exemple, l'Europe ou même plutôt l'Allemagne, en tant que client énergétique ou source d'investissement dans l'industrie russe. La Corée du Nord est également sous le coup de sanctions, et elle a tout simplement trop de difficultés à payer pour la fourniture de biens et de services. On est sur du troc à grande échelle. La Russie échange ses produits agricoles et technologiques contre des munitions. Mais en dehors de cet échange opportun, dans un contexte de guerre en Ukraine, les deux pays ont une complémentarité économique qui est proche de zéro. Quand on regarde les chiffres du commerce bilatéral, celui-ci en fait diminuer malgré l'amélioration des relations dans le temps. Voici un graphe fait maison qui contient le total des échanges en millions de dollars entre la Russie et la Corée du Nord. J'ai regroupé la valeur totale des importations et des exportations à partir des données fournies par l'ONU. On constate un pic en 2005, puis un effondrement vers 2009 au moment de la crise dans la péninsule coréenne, suivi d'une stabilisation entre 50 et 100 millions de dollars par an, jusqu'à repasser en dessous des 50 millions de dollars par an à compter de 2018. Ensuite, en 2022, il n'y a hélas plus de données disponibles, mais fin 2023, les officiels russes évoquaient dans la presse russe environ 30 millions de dollars d'échanges commerciaux. C'est très peu. La Russie n'est pas non plus le premier partenaire commercial de la Corée du Nord. La Chine, à elle seule, assurait en 2022 99% des importations en Corée du Nord et recevait 70% de ses exportations. Vous trouverez ci-joint un graphe qui compare en orange le commerce total de la Corée du Nord et en bleu, le commerce total avec la Russie. Vous ne voyez presque rien, et c'est tout à fait normal. En effet, vous pouvez même noter que la période du Covid a complètement sapé l'économie nord-coréenne, si on peut l'appeler ainsi, à cause de la politique zéro Covid imposée par la Chine. Le problème pour la Corée du Nord est que ses possibilités de diversification sont rares. C'est un exportateur d'acier, de minerais, de fruits de mer et de produits textiles. De l'autre côté, les exportations russes se limitent aux produits alimentaires, aux matières premières agricoles et aux produits minéraux. La Russie n'a pas intérêt à trop développer son commerce, puisque la Corée du Nord n'a pas grand-chose à proposer en retour. Cela renforce l'idée d'un partenariat opportun pour le moment. La Russie a besoin de munitions qu'elle va troquer contre de la nourriture, mais imaginez dans 5 ou 10 ans, quand la situation géopolitique sera probablement apaisée voire normalisée. On retrouve un problème similaire du côté de la Corée du Nord. Elle n'est pas prête pour une diversification de son économie. Le pays s'efforce toujours de compter sur ses propres ressources et compte tenu de son régime politique, il lui est difficile de trouver de nouveaux domaines pour développer le commerce. L'agriculture est l'un des rares domaines dans lequel la Russie est disposée à coopérer pleinement pour recevoir des munitions en échange, mais aussi pour préserver la Corée du Nord d'une instabilité potentielle dans un contexte de pénurie alimentaire persistante. L'été dernier, la Russie a discuté de la fourniture de céréales, principalement du blé, de l'orge ou encore du maïs, avec la Corée du Nord, et discute également des perspectives du commerce de la viande. Cependant, les problèmes de paiement et les faibles infrastructures freinent les échanges. La Russie aimerait aussi investir dans le commerce du bois, qui a été perdu par la Corée du Nord, lorsque le Japon a fermé son marché, mais Pyongyang n'a pas montré non plus de signe d'intérêt. Il existe bien sûr des projets de coopération économique, qui sont discutés depuis longtemps, mais ces projets, notamment le chemin de fer transcoréen, le gazoduc transcoréen, le remplacement des lignes électriques nord-coréennes, ou encore le projet de transport de charbon Azan-Rajin, ont tous été gelés.
La Russie n'est pas intéressée à être le seul investisseur dans ces projets, et la Chine pourrait y participer, mais elle ne veut pas non plus donner trop d'ascendant à la Russie sur la Corée du Nord, qu'elle considère historiquement comme un État client. D'autres pays comme le Vietnam, Cuba ou encore le Venezuela ont des liens avec la Corée du Nord, et pourraient également jouer un rôle dans son développement économique à l'avenir. En plus de la Chine, d'autres pays comme le Vietnam, Cuba et le Venezuela ont également des relations économiques avec la Corée du Nord. Ces pays pourraient jouer un rôle dans le développement économique futur de la Corée du Nord en offrant des opportunités de coopération et d'investissement. Le Vietnam, par exemple, a connu une transition économique réussie au cours des dernières décennies et pourrait partager son expérience en matière de réformes économiques avec la Corée du Nord. Cuba entretient des liens historiques avec la Corée du Nord et pourrait également offrir une expertise dans certains domaines, notamment la santé et l'éducation. Le Venezuela, malgré ses propres difficultés économiques, a maintenu des relations politiques et économiques avec la Corée du Nord et pourrait également jouer un rôle dans son développement. Cependant, il est important de noter que la Corée du Nord reste un pays isolé sur la scène internationale en raison de ses politiques et de son régime politique. Les sanctions internationales imposées à la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire constituent un obstacle majeur au développement économique du pays. Dans l'ensemble, la Corée du Nord est confrontée à de nombreux défis économiques et structurels qui limitent sa capacité à diversifier son économie et à établir des partenariats commerciaux solides avec d'autres pays. La Russie, malgré ses intérêts géopolitiques dans la région, ne dispose pas de nombreuses opportunités pour développer un partenariat économique significatif avec la Corée du Nord en dehors de certains secteurs spécifiques, comme l'agriculture. Il est donc crucial pour la Corée du Nord de poursuivre des réformes économiques et d'ouvrir davantage son économie pour attirer des investissements étrangers et diversifier ses partenariats commerciaux. Cela pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie de sa population et à renforcer sa stabilité économique à long terme.